Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Voilà, ce soir nous allons voir une nouvelle thématique. Nous allons travailler sur Robot Structural Analysis. Regardez comment est-ce que le projet est représenté. Vous voyez, il y a quelques boules ici, hein, donc vous voyez très bien. C'est vraiment beau à voir puisque c'est le modèle d'émaillage que j'ai utilisé ici. Voilà. Alors, sans plus tarder, nous allons travailler sur une niche aussi importante. Vous allez très bien maîtriser les logiciels Robot Structural Analysis, afin d'être très compétent dans le marché de génie civil. Alors, nous allons voir quoi ce soir. Ensemble avec vous, je vais vous montrer comment faire un bon dimensionnement d'une semelle de fondation. C'est très important. Comment faire un bon dimensionnement d'une semelle de fondation. Voilà, le titre, c'est vraiment simple. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre ici, en fait, beaucoup de gens peuvent dire que non, mais je sais très bien comment dimensionner une semelle de fondation. Moi, je dimensionne une semelle isolée, je sais comment dimensionner une semelle filante, voire même aussi un radier général, que ce soit radier plat, radier nervuré, radier champignon. Je sais très bien comment les dimensionner. Mais attendez, restez calme. Ce soir, vous allez voir d'autres astuces qui pourra vous aider de bien dimensionner donc vos semelles de fondation. Comme je l'ai dit, la formation, ce n'est pas seulement de voir comment dimensionner la semelle de fondation, mais c'est comment faire un bon dimensionnement d'une semelle de fondation. Alors, si vous êtes prêts, c'est parti. Salut les gars, bienvenue sur Jinkonga Tutoriel, une chaîne de référence pour une solution fiable à tous vos problèmes liés dans le domaine du génie civil. Alors, comme je l'ai dit dans mon introduction, nous allons voir ce soir comment faire un bon dimensionnement d'une semelle de fondation. Alors, la formation que nous allons faire ce soir, ce n'est pas seulement question de savoir comment dimensionner, mais c'est de maîtriser comment faire un bon dimensionnement, afin d'obtenir tous les éléments nécessaires. Puisque vous le savez très bien, pendant le dimensionnement, il faudrait que vous puissiez, l'ingénieur est censé de bien ressortir le plan d'exécution, communément appelé également le plan de ferraillage. L'ingénieur est censé de bien sortir donc la note de calcul. La note de calcul doit être vraiment une note de calcul parlante, donc très bien présentée. Et aussi l'ingénieur est censé et donc de bien analyser déjà donc la contrainte du sol. Comme vous le savez très bien dans Robot, c'est visible. Donc c'est-à-dire qu'une fois que vous dimensionnez une semelle, eh bien, ça va vous donner aussi, voire même la contrainte des sols. Déjà, la manière dont les sols s'est comporté, compte tenu de la surcharge des bâtiments. Après avoir appliqué donc le chargement, donc vous avez la disposition de la répartition des charges. Et puis, il y aura justement une réaction qui nous pousse à visualiser directement donc les diagrammes du sol. Et aussi, l'ingénieur est censé donc de bien analyser la semelle dimensionnée, afin de tirer une conclusion. Est-ce que c'est une semelle économique ou bien ce n'est pas une semelle économique? Vous voyez? Donc nous allons voir tout ça dans cette vidéo et vous allez voir que c'est très simple à faire. Alors, regardez ce qu'il faut faire maintenant. Ça, c'est un bâtiment R+4. C'est un bâtiment R+4. OK? Et donc, vous voyez très bien, derrière là, c'est couvert. Et puis, même dans d'autres facettes aussi, c'est couvert. Justement, puisqu'on avait appliqué aussi donc le fait du vent, bien sûr par la méthode de simulation du vent. Raison pour laquelle vous voyez que c'est déjà couvert. Et ici, je suis au niveau de voir déjà donc les valeurs.
ok, des efforts normaux ou des efforts normaux, puisqu'il y en a plusieurs. Alors, avant de dimensionner d'abord une semelle, c'est qu'il faut comprendre, une fois que vous avez modélisé la structure, vous avez chargé la structure et aussi combiné, l'ingénieur est censé de venir ici, vous prenez par exemple le lit, vous lancez les calculs, tels que j'avais fait, et après maintenant, je peux vérifier le résultat. Je viens là, je prends diagramme barre, ok. À ce niveau, maintenant, je viens, étant donné que moi, je vais dimensionner une semelle des fondations. À ce niveau ici, je ne parle pas de la semelle isolée, non plus également de la semelle filante, et même pas aussi un radier général. Je parle tout simplement d'une semelle de fondation. Puisque je ne sais pas, c'est vrai, je vais commencer avec la semelle isolée, mais si par contre la semelle isolée n'est pas économique, ou carrément il y a chevauchement des semelles, alors je serai dans l'obligation de changer cette semelle pour une semelle filante. Je vais vérifier encore la semelle filante. Si ce n'est pas une semelle économique, eh ben, je serai dans l'obligation d'aller maintenant travailler ou dimensionner les radiers générales. Donc c'est comme ça qu'il faut procéder. Puisque ça ne vaut pas la peine, dès que vous avez un projet, sans pourtant que vous puissiez faire des vérifications ou dimensionnement, et que déjà l'ingénieur dit que non, c'est un bâtiment que je vais donc le réaliser en faisant avec un radier général. Ce n'est pas du tout normal. Ok, c'est vrai, puisque nous savons très bien les conditions qui nous poussent à réaliser un radier général, ça dépend. Si par exemple vous avez un sol inondable où il y a vraiment présente de l'eau, la nappe phréatique est proche, les deux aussi dont la capacité portante est tellement faible, vraiment faible, même si vous faites peut-être, vous utilisez la méthode de remaniement des sols ou bien de matériaux des ports, et que la contrainte continue toujours à être faible, c'est là où on peut penser peut-être à réaliser un radier général. Donc ça dépend. Voilà, donc je viens là, je prends d'abord l'effort normal, Fx, et puis j'applique. Alors, dès que j'applique, déjà ici à ce niveau, je viens de voir très très bien, là où j'ai le nœud, le pli sollicité. Alors ça, c'est la première méthode pour voir donc le nœud le plus sollicité. Tout comme je peux venir ici, je prends résultat, effort. Voilà, je vais patienter, je prends effort. Et puis extrême globaux. Voilà, je vois ici que c'est le même nœud, le nœud numéro 413. Le nœud numéro 413. Alors, vous allez comprendre qu'à ce niveau ici, je ne parle pas d'abord de la semelle la plus sollicitée. Puisque là, j'ai la possibilité que de voir les deux. C'est ce nœud qui va se traduire maintenant en semelle. Donc, c'est comme ça qu'on travaille sur le robot structural analysis. Pour les dimensionnements de semelles, c'est-à-dire, vous êtes obligé de vérifier d'abord le nœud qui reçoit énormément de sollicitations. Comme dans notre cas, c'est le nœud numéro 413. Donc, je vais rentrer ici. OK. Alors, je peux tout simplement cliquer là-dessus. Je mets le numéro, c'est 413. Et puis, je fais Enter. Dès que je fais Enter, je sais très bien que le nœud est sélectionné. Pour voir ça très très bien, je peux masquer les sections de mes poteaux. Je vais zoomer. Voilà, le nœud, c'est le nœud 413. Je peux même numéroter le nœud pour que ça soit bien visible. Voilà. Est-ce que c'est numéroté déjà? Ok, c'est numéroté. C'est le nœud numéro 413. Ok, c'est déjà sélectionné. Dans ce niveau, je ne peux pas parler de la semelle la plus sollicitée. C'est vrai. Je suppose déjà que non, c'est là où j'ai la semelle la plus sollicitée. Mais étant donné que je n'ai pas encore dimensionné la semelle, je vais plutôt parler du nœud le plus sollicité. Alors, je peux cacher les numéros. Voilà, je clique aussi de l'autre côté pour avoir peut-être la section, si je veux ça. Je vais bien avoir ça. OK. Alors, comme le nez est déjà sélectionné, je peux passer maintenant au dimensionnement. Je viens là, je prends dimensionnement. Ferraillage réel, élément en béton armé. Voilà, je vais patienter. Regardez très bien comment je vais faire un bon dimensionnement d'une semelle de fondation. Je commence d'abord par la semelle isolée. Voilà, je vais patienter. OK. OK, je vais prendre un lily. Voilà. Là, la semelle n'est pas encore visible. Je suis obligé de venir ici. Je clique sur niveau. Je vais chercher maintenant le numéro de la semelle. C'est 413. C'est ça. Je peux que double-cliquer là-dessus. Voilà. Déjà, la semelle
va apparaître ici. Ok, la semelle est là. Alors maintenant, ce qui concerne déjà donc les paramètres par défaut des dimensions, je laisse automatique. Comme ça, le robot va dimensionner, prédimensionner en fait pour moi. Et puis moi, je pourrais apprécier après. Je clique sur Fi. C'est bon, je peux laisser sous poteau ou voile. Là, je prends homothétique. Voilà, donc il n'y a pas présence de longrine de redressement. C'est bon, déjà, je peux appliquer. Voilà, je vais évoluer un peu rapidement puisque c'est très très simple. Paramètres de l'étage ici. Fissuration, je prends un peu de préjudiciable, milieu et non agressif, tenue au fait 0. Voilà, je vais prendre maintenant option de calcul. Option de calcul ici. Bon, la condition ici, je vais travailler avec la condition de non-fragilité. Béton 25. Ok, poids volumique, je prends 2500. Voilà, diamètre qui prédomine ici. Bon, généralement, je vais prendre 14 ou 20, hein, voire même 10, je prends 14. Acier longitudinal, je prends haute adhérence 400. Je vais enlever les barres de 6, 8, 14 et 12. Voilà, je laisse 14 jusqu'au-delà. Je sais que, à ce niveau, déjà, je sais très bien que le diamètre minimal, c'est le bar de 14. Et le diamètre maximal, ici, c'est le bar de 40. Voilà, là, je prends maintenant haute adhérence. Attendez, voilà, haute adhérence ici. Là, je vais boycotter les tout. Je prends barre de 6 et 8 pour les cadres. Là, je vais enlever 6, 8, 10, 12 aussi, j'enlève. Je clique sur OK. Voilà, disposition des ferraillages. Ok, déjà, ce qui concerne l'espacement ici, ça dépend. Je peux déjà le fixer. Voilà, donc par rapport à mes analyses, je me dis, bon, je vais avoir le diamètre minimal, ça sera 12, espacement minimal 12, max aussi 12, et puis j'envoie les dés de l'autre côté. C'est bon, le diamètre ici, je prends automatique, donc il fera les choix par rapport à tout ce que je vais insérer ici. Là, c'est bon, option avancée. Voilà, ici, ça va vous aider de confirmer si vous voulez avoir des nappes, ok, des lits en fait qui représentent justement les nappes, ou bien vous voulez avoir seulement un seul lit. Donc, moi, je prends automatique, comme ça, le robot va trouver une solution par rapport aux sollicitations que moi j'ai ici. Je clique là-dessus, je vais prendre mes amphis, je prends 2. Ok, les modèles. Alors, là maintenant, étant donné que le barre minimal ici c'est 14, donc si je prends 5, le diamètre 0.14, je multiplie par le 5 ici, donc j'aurai le barre d'attente de 0.80. 0.70, 0.80, 0.75, c'est bon. Ok, alors là, je vais utiliser, je prends le cadre donc droit, angle 90. Je vais spécifier directement la longueur développée des crochets. Je prends 10 cm puisqu'il s'agit de semelles. Voilà, c'est bon là. Je clique sur OK. OK. Là, c'est pour dimension, donc c'est déjà bien fait. Je viens là, je vais prendre maintenant définir charge. À ne pas commettre cette erreur. Définir charge, c'est très très important. Si par contre que vous n'avez pas cliqué là-dessus, c'est-à-dire la semelle que vous allez dimensionner, ça sera une semelle dimensionnée seulement avec les poids propres. Ok, dans la section définie ici, seulement avec les poids propres de cette semelle, sans pourtant que vous puissiez tenir compte des combinaisons ou de la combinaison qu'on avait faite bien sûr en Eli. Donc ce qu'il faut faire maintenant, dès que vous cliquez là-dessus, venez ici, je clique une seule fois. Ok, là c'est bon, je ferme. Alors ça reste quoi maintenant ici, je clique sur définir sol. Voilà, définir sol à ce niveau, je vais, bon, étant donné que je vais utiliser donc la contrainte de laboratoire. Bon, je peux prendre tout simplement la contrainte ici, je prends la valeur, j'en sers, il n'y a pas de problème. Mais pour avoir aussi la même configuration, je peux spécifier, voire même aussi le type de sol, hein. Ça, c'est aussi important. C'est pas mal. Alors ici, la nappe phréatique a été repérée au cours de cette campagne à une profondeur de 1,50 m. Voilà, donc nappe phréatique à 1,50 m, je vais définir ça. En se référant au sondage carottage, le sol en place sur cette parcelle est un sable argilé, gris, jaunâtre, donc de 80, voilà, donc de 80 cm jusqu'à 6 mètres de profondeur. Je vais monter un tout petit peu au-dessus, voilà, pour essayer un peu d'avoir quelques recommandations. Tel que ça a été donné là, je crois que c'était aussi quelque part ici, voilà. Ok, donc j'avais besoin de ça. Voilà, donc première couche ici, la stratification des sols. Première couche, des 0 à 2 mètres.
il y a présence de remblai en bris-caillou. En bris-caillou, donc c'est ce que je vais définir ici. Je viens justement ici. Voilà, donc remblai en bris-caillou. Alors, ici, maintenant, je vais spécifier ça. Je descends rapidement ici. Ça sera donc compatible avec quel genre là, c'est les grès. Les grès, c'est très, très faible. Les cailloux. Déjà, il faut penser aux roches un tout petit peu. Donc, je viens là, je prends les roches altérées. Voilà. Alors, directement, je mets le nom tel que configuré de l'autre côté. Donc, remblai en bris-caillou. La profondeur, on nous a dit que, attendez, d'abord ici, je suis obligé aussi de spécifier. Je prends roche A. La profondeur, on nous a dit que c'est de 0 à 2 à 20 mètres. Donc, disons comment, de 0 à 0,20 mètres, donc 20 cm. Voilà, je vais spécifier ça. Je vois d'abord, deuxième couche, il s'agit de sol fin noir, de 20 cm à 80 cm. Je vais d'abord spécifier deuxième couche ici. Là, il s'agit de sable. Ok, donc je prends ça, sable lâche. Ok, donc c'est sol fin noir. Je viens de l'autre côté. Je vais spécifier ça vu que nous sommes à Kinshasa. Donc, je vais prendre directement ici. Donc, ça sera... attendez, catégorie, je vais bien voir. Catégorie, voilà. Je prends sable grave A. Alors, déjà ici, je sais très bien que la profondeur de la première couche est de 20 cm. Ok? Voilà. Troisième, je vais rentrer ici. Ça va de 80 à 2 mètres. Sable sablonné, fin gris. Fin gris, donc je vais rentrer ici. Voilà, je descends également ici. Rapidement, je prends sable grave moyen. Donc c'est sable sablonné, fin gris. C'est bon. Voilà, là maintenant je prends, voilà, sable grave B. La profondeur ici, ça va de comme jusqu'à combien? Je vais voir un peu très bien. Ça va jusqu'à 2 mètres, donc 80 à 2 mètres. 80 à 2 mètres. Et donc ici, ça va faire donc 1,80. 1,80 pour avoir directement dans le 2 mètres. Voilà, le 2 mètres est là. C'est bon. Je vais compléter encore une autre couche. Je rentre là rapidement. Il s'agit maintenant de quoi ici? De sable. Attendez. Voilà. Là maintenant, il s'agit de sableau argileux jaune. Donc au-delà des 2 mètres. Ok? Je vais rentrer ici pour spécifier ça. Je prends, je descends ici. Je prends donc, voilà, ça sera compact. Je prends sable, sol sablé, argileux jaune. Voilà. Je prends maintenant ici, ça sera donc sable grave C. La profondeur ici, c'est déjà, c'est au-delà des 2 mètres. Ok? C'est au-delà des 2 mètres, mais qu'est-ce qu'on nous a dit exactement ici? C'est au-delà des 2 mètres. Voilà. Au-delà des 2 mètres, donc c'est bon, je peux laisser comme ça. La limite ici, c'est jusqu'à 2 mètres. Voilà, c'est au-delà des 2 mètres. Donc là, je peux laisser comme ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok. Donc ça commence au-delà des 2 mètres jusqu'au-delà. Donc si je vais, je peux même spécifier ici. Bon, étant donné que la profondeur que moi je vais utiliser ici, donc ça va aller jusqu'à 2 mètres 83 mètres. Donc je préfère beaucoup plus me limiter ici. Ok. Voilà, j'applique. Alors, et après maintenant, je suis obligé de définir également la nappe phréatique. Ok? À ne pas confondre ici. À ne pas confondre les NF et la nappe phréatique. La nappe phréatique, là, il s'agit beaucoup plus de présence de l'eau. Ok? Par exemple, ici, vous avez le niveau supérieur de la semelle, que je peux laisser comme ça par défaut. Et puis là, vous avez le niveau du fond de fouille, de la profondeur. Niveau du fond de fouille, la profondeur. Nous allons descendre jusqu'à 3 mètres. Ça dépend. Donc, si dès qu'on trouve peut-être le bon sol, bien sûr que dans la construction, on peut construire partout. C'est pour dire que les bons sols et les mauvais sols n'existent pas. Donc, nous avons souvent l'habitude de dire ça étant comme un peu des amateurs, mais on peut construire partout.
Même là où on suppose qu'il y a les mauvais sols, mais dans la construction, on peut construire. Donc, ça sera jusqu'à 3 mètres. Voilà, niveau d'eau. À ce niveau ici, déjà, là-bas, on avait vu que la nappe phréatique, c'est déjà à une profondeur de 1,50 m. OK? Et donc, ce que je vais dire, c'est quoi? Le niveau le plus bas des eaux, je considère ça donc à 1,50 m, tel que défini ici. À 1,50 m. Voilà, à 1,50 m. Niveau le plus haut, c'est-à-dire, dès qu'il y a donc énormément, il y a une profondeur plus importante. Donc je mets, ça va descendre, ça va aller jusqu'à 1 mètre. OK? Donc je prends ça comme ça. Et puis j'applique. J'applique. C'est bon. Maintenant, je vais faire quoi? Une fois appliqué, je ferme. Je vais maintenant sur option géotechnique. L'option géotechnique ici, bon, les coefficients, je peux prendre 1,25, 1,25. Voilà, ça dépend. Pour le glissement et renversement. Je clique maintenant au niveau de la contrainte. Je vais insérer la contrainte calculée. Déjà ici, la profondeur sera donc de 3 mètres. De 3 mètres, donc je peux que confirmer les 3 mètres. Voilà, maintenant la contrainte, c'est celle que je vais définir. Je rentre rapidement ici pour voir aussi la contrainte. Je descends. Voilà la contrainte ici. Voilà la contrainte. Ok. La contrainte ici a une profondeur de 3 mètres. La contrainte est là. La contrainte est de 0,70 kg par centimètre carré. Ok? C'est cette contrainte-là. Mais ça, ce n'est pas la vraie contrainte trouvée au sol. Ça, c'est une contrainte déjà donc obtenue après avoir inséré même le pourcentage des coefficients de sécurité. C'est ce qui a fait de manière à ce que les laboratoires puissent avoir une contrainte de 0,70 kg par centimètre carré, ou soit une contrainte de 70 kPa. Mais moi, je vais dimensionner, je vais utiliser la vraie contrainte. Donc, la vraie contrainte ici, ça sera justement de 14 kg par centimètre carré, que je vais diviser, par exemple, soit par 2. Comment j'ai trouvé 14? Je descends rapidement ici. Regardez. La conclusion ici, avertissement et domaine de validation ou de validité des résultats du présent rapport. Je vais lire rapidement le point 3. OK? Le point 3, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Il faut garder à l'esprit que, par mesure de sécurité, c'est-à-dire ce que je viens de dire, c'est par mesure de sécurité que les laboratoires avaient multiplié la vraie contrainte trouvée, OK? Avaient multiplié ça par 20 pour avoir maintenant la contrainte minimale que vous voyez ici, la contrainte admissible minimale, raison de sécurité, pour se mettre en sécurité. Alors, mais pour trouver la vraie contrainte, regardez ce que je vais dire ici. Il faut garder à l'esprit que, par mesure de sécurité, nous adoptons des valeurs qui représentent le 1/20e des résistances dynamiques trouvées avec le pénétromètre. Ces contraintes admissibles ne concernent pas les couches sous-jacentes non sondées par l'appareil. C'est-à-dire quoi? Si je vais trouver la vraie contrainte ici, je suis obligé de prendre la contrainte trouvée ici. Attendez, je vais prendre rapidement la calculatrice pour faire ça ensemble avec vous. Vous allez voir ce que je suis en train de dire tout à l'heure pour expliciter en fait ma réflexion ou mon idée. Excusez, patientez un tout petit peu la calculatrice. Voilà, je vais rentrer rapidement. Calculatrice. Pourquoi ça traîne? Voilà. C'est bon, double clic. OK. Alors, si je vais par exemple trouver la vraie contrainte, je suis censé les faire quoi? Regardez. Je vais prendre 70. Non. Je vais prendre 0. Bon, je prends 100 kg par centimètre carré. Donc, ça sera 0,70. Quand je vais multiplier par le 20 que vous voyez ici, par le 20, je multiplie par 20. Ça me donne directement la vraie contrainte de 14 kg par centimètre carré. Alors, qu'est-ce que les laboratoires avaient fait? C'est-à-dire, ils ont pris la contrainte de 14 kg par centimètre carré pour mesure de sécurité. Ils ont divisé ça maintenant par 20. Ils ont divisé ça par 20, OK, pour avoir la contrainte minimale de 0,70 kg par centimètre carré.
Mais tandis que la vraie contrainte, il faut prendre ça. Il faut prendre donc les 0,70. Vous le multipliez donc par 20. Ça me donne 14. OK? Je peux prendre la contrainte 14. Ou carrément, je peux prendre ça, je divise ça par exemple par 2. Si je prends ça, je divise ça soit par 2. Voilà, ça me donne une contrainte de 7 kg par centimètre carré. C'est ce que je vais donc utiliser ici. Je viens là. Je vais utiliser la contrainte. Je mets la contrainte de 7. Je peux mettre 14 ou 7, mais moi j'ai pris 7 kg par centimètre carré. Je clique sur OK. Voilà. Et puis maintenant, là, je peux lancer les calculs. Je viens là, je vais lancer les calculs. Je vais voir ce que le logiciel va me proposer. Voilà. Patiente. OK. Regardez ce que le logiciel m'a proposé. Là, je trouve une section de 2,10 m, OK, fois 1,60 m. 2,10 m fois 1,60 m. Voilà, il m'a proposé la hauteur de la semelle est de 45 cm. OK, 45 cm. Étant donné que la profondeur donc, du bon sol ici considéré est de 3 mètres, c'est-à-dire que là, vous avez le fil, ça fait 2,50 m. L'épaisseur de la semelle, ça fait 4,45 cm. Plus les 5 donc plus les 5 ici. Voilà, ça fait justement donc 3 mètres. OK? Alors, maintenant, là, je viens de dimensionner donc la semelle. J'ai dimensionné la semelle isolée. J'ai trouvé également le plan de ferraillage. OK? Le plan d'exécution de cette semelle isolée. Mais il n'y a rien qui me rassure que cette semelle, c'est une semelle économique. Avant de passer pour aller voir le plan d'exécution, c'est-à-dire le rendu du plan de ferraillage, la manière dont le ferrailleur est censé de placer en fait des armatures, et aussi avant d'aller voir la note de calcul, je vais premièrement me rassurer que la semelle que je viens de dimensionner, c'est une semelle économique. OK? Alors, si maintenant je vais voir si cette semelle, c'est une semelle économique, je suis censé de faire quoi? Je retiens seulement la section que moi j'ai trouvée ici. C'est une section de 2,10 m fois 1,60 m. Donc là, je vais rentrer ici. Je rentre. OK? Je viens là. Je viens là. Regardez. Là, il a mis déjà OK. Alors, je vais tout simplement vous expliquer les principes. Comment est-ce que vous serez à mesure de vérifier si réellement la semelle elle est donc économique. Mais pour voir plus, si vous voulez suivre une formation par rapport à ça, allez-y sur ma chaîne YouTube, Jinkonga Tutoriel. Tapez justement comment vérifier si la semelle est économique. Vous allez voir, c'est bien vérifier comment voir si la semelle isolée est économique, la semelle filante, voire même les radiers générales, ainsi que d'autres éléments de structure. C'est déjà fait. OK, donc ici, je vais montrer seulement les principes, ce qu'il faut faire. Alors, si je veux vérifier si la semelle est économique, il y a deux éléments à vérifier. La première des choses, vous êtes obligé d'abord de voir s'il y a chevauchement. S'il y a chevauchement des semelles. Ça, c'est le premier principe. Alors, comment voir s'il y a chevauchement? C'est très, très simple. Déjà ici, chez moi, je sais très bien que la semelle dimensionnée ou la semelle trouvée, c'est une semelle de 2,10 m, je crois, 2,10 m, oui, fois 1,60 m. Alors, il faudrait que vous puissiez maintenant venir sur le plan, OK? Vous prenez même la vue en plan ou bien la vue de dessus, OK? Ou vous prenez seulement 2 dimensions. Ça va vous aider de manière à ce que vous puissiez maintenant quitter. Donc, vous cotez donc le bâtiment, le projet en fait. OK? Vous allez justement coter. Pour coter, c'est simple. Vous venez ici, vous prenez outils et puis cotation. Vous allez coter ici. Dès que vous cotez, ça va vous donner déjà une idée de vérifier donc l'excentrement ou bien la disposition de la semelle. À ce qui me concerne, déjà, la distance d'ici, des petites portées ici, pour mon cas, ça fait 3 mètres, puisque c'est un grand bâtiment. Ça fait presque 3 mètres, 3 mètres. Partout, ça fait 3 mètres, 3 mètres. De l'autre côté, ici, vous avez 5 mètres. Là, ça fait presque dans les 6 mètres 80, aux environs de 7 mètres. De l'autre côté également, c'est presque la même chose. C'est pour dire que déjà, pour mon cas, il n'y a pas chevauchement. Il n'y a pas puisqu'allez-y comprendre que j'ai une section de 2,60 m. Alors, si je prends
une section plutôt de 2 mètres 10 fois 1 mètre 60. Alors, si je vérifie, suivant la direction de la grande portée, de 2 mètres 10, si je prends 2 mètres 10, je divise ça par 2. Ok, c'est-à-dire que j'aurai ici, à gauche ici, j'aurai donc un dépassement de 1 mètre 5. De l'autre côté également, j'aurai un dépassement de 1 mètre 5. Vous voyez? Tandis que la différence entre les deux ici, ça fait justement 3 mètres. C'est pour dire que si je prends 3 mètres, voilà, je prends ça, bon, 3 mètres, moins 2 mètres 10, 2 mètres 10, voilà, moins 2 mètres 10, donc, j'aurai encore un espace de 90 cm, c'est presque 1 mètre, donc il n'y aura pas chevauchement, suivant la grande portée de la semelle dimensionnée. Alors, si je vérifie maintenant suivant la petite portée ça fait 1 mètre 60, là d'ailleurs, il n'y en aura pas, puisque 1 mètre 60 divisé par 2, ça va me faire donc 80. C'est-à-dire ici, j'aurai 80, de l'autre côté également 80. Mais si je prends maintenant 3 mètres, ok, je prends 3 mètres, je fais ça moins 1 mètre 60, voilà, ça va rester 1 mètre 80. Donc, il n'y aura pas chevauchement. Il n'y aura pas chevauchement, ok? Mais déjà, allez-y comprendre aussi que la section trouvée de cette semelle dimensionnée, ce n'est pas la même semelle que je vais placer partout. Ça, c'est une semelle que je vais mettre là où j'ai des fortes sollicitations. C'est pour dire que dans ce bâtiment, j'aurai aussi peut-être des sections de 1 mètre 50 carré ou des sections de 2 mètres fois 1 mètre 40. OK? Là où il n'y a pas de fortes sollicitations. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, maintenant, comment je suis obligé de voir si ma semelle, c'est une semelle économique. Deuxième principe, déjà, les premiers principes, nous sommes convaincus au moins qu'il n'y a pas chevauchement. Donc, de ce côté-là, la semelle demeure économique. Deuxième principe, je suis obligé de vérifier maintenant est-ce que les pourcentages donc global de toutes les semelles isolées dans ce bâtiment, est-ce qu'elles dépassent le 50% de la surface totale des bâtiments ou pas? Comment le vérifier? C'est juste question de prendre premièrement, calculer d'abord la surface des semelles, la surface totale des semelles. Alors, avant de trouver la surface totale des semelles, c'est simple à faire. Premièrement, vous êtes obligé de calculer d'abord la surface d'une seule semelle. Donc, ça sera 2 mètres 10 multiplié par 1,60. OK? La surface d'une semelle, ça nous fait 3 mètres 36. Je vais prendre maintenant la surface d'une semelle que je vais multiplier par nombre de semelles que j'ai ici dans ce projet. Quand bien même que vous le savez très bien, partout, je n'aurai pas de même section de semelles, comme je viens de dire là, puisque là où j'ai de fortes sollicitations, c'est là où je peux placer la semelle de 2 mètres 10 fois 1 mètre 60. Mais là où je n'ai pas assez de sollicitations, je peux prendre même de 1 mètre 50 carré, 1 mètre 20 carré, donc ça dépend. Mais pour raison d'uniformisation, moi je prends ça comme ça, je vais uniformiser, c'est comme si que je prends la même section que je vais uniformiser partout. C'est-à-dire, à ce niveau, maintenant, je suis obligé de prendre la section de la semelle calculée, multipliée par nombre de semelles que j'ai ici. Supposons par exemple dans ce projet, je prends un exemple que j'ai 15 semelles. C'est-à-dire, je suis obligé de prendre maintenant ça, multiplié par 15, et ça me donne maintenant la surface totale de mes semelles. OK? Et donc, ça me fait 50,40 mètres carrés. Puisque là, c'est un mètre carré, non? Ça fait 2 mètres 10. Voilà, ça sera donc un mètre carré. 50,50,4 mètres carrés. Alors, ça, c'est la surface totale de mes semelles. Le principe nous dit que la surface totale, pour que je puisse conclure que la semelle est économique, la surface totale de mes semelles ne peut pas dépasser le 50% des surfaces totales des bâtiments. Alors maintenant, je vais vérifier la surface totale des bâtiments. Comment le faire? C'est simple, je montre que le principe. Pour voir plus, allez-y sur ma chaîne, vous allez comprendre tout ce que je fais là-dessus. C'est juste question maintenant de prendre quoi? Gardez en esprit que là, ça fait 50,4. Alors, pour calculer maintenant la surface totale des bâtiments, c'est simple, non? C'est juste question de prendre donc la longueur fois la largeur. OK? Donc, supposons que ici, la longueur totale ici, ça fait, bon, je prends un exemple, ça fait 20 mètres. OK? Je prends 20. Et la largeur, ça fait 10 mètres. Ça sera donc 20 fois 10. OK? Ça fait combien?
ça fait 200 mètres. Ça fait 200 mètres carrés. 200 mètres carrés. Alors, pour trouver maintenant les 50% des surfaces totales des bâtiments, eh ben, je suis obligé de prendre que de prendre les 200 mètres, je divise ça par 2, puisque ici, ça représente les 100%. Les 50%, je vais prendre ça, je divise ça par 2. Donc, ça va faire directement 100%. Ok, ça fait 100%. Ok, ça fait 100, donc les 50%, ça représente 100. Ça fait 100 mètres carrés. Alors, tandis que la surface totale des semelles isolées, on avait trouvé, c'était 50,4 mètres carrés. Donc, déjà là, je peux conclure que il n'y a pas, donc ça veut dire que la semelle est économique. Pourquoi? Puisque la surface totale des semelles est égale à 50,4 mètres carrés, est inférieure aux 50% de la surface totale des bâtiments qui est égale à 100 mètres carrés. Donc là, je conclus directement que la semelle isolée est économique. Donc c'est comme ça que vous serez à mesure de vérifier l'économie de semelle. Alors, comme étant là, c'est bon. Maintenant, je vais faire quoi? Je rentre maintenant ici. Et bien là, maintenant, je peux voir également d'autres éléments. Comme je vous avais dit, si je vais voir le plan d'exécution, je viens là, je clique tout simplement ici. OK? Voilà, je vais patienter. Voilà, donc j'étais ici. OK? Dès que je clique ici, voilà, j'ai donc le plan d'exécution. Alors, mais par contre, si je vais, attendez, je vais rentrer là. Je vais rentrer d'abord là-bas. OK, parce que j'étais sorti un peu brusquement. Je vais relancer les calculs pour avoir ce plan d'exécution. Voilà, le plan d'exécution est là avec la même section de 2,10 m x 1,60 m. OK? Donc ça, c'est le plan d'exécution. Je peux compléter d'autres éléments ici pour faciliter beaucoup plus la compréhension. Et donc, au ferrailleur. Voilà, donc si je vais compléter d'autres artistes, je peux prendre outils. OK? Je peux prendre outils, ou bien tout comme je peux rentrer à partir d'ici. Voilà, je prends analyse, paramètres de dessin. Voilà, je prends nombre de diamètres, par exemple, si je vais voir ça. La longueur aussi, espacement, la description. Et puis, nombre des pièces et type d'acier. C'est vrai que pour la semelle, j'aime pas beaucoup plus visualiser les tout, puisque le dessin ne sera pas clair. Ça sera un peu compliqué de bien voir. Regardez, raison pour laquelle je masque d'autres éléments. Voilà, là, c'est le plan d'exécution. C'est déjà bon. Alors, je peux voir également la semelle résultat, par exemple. Ça, c'est la semelle résultat. OK? Semelle résultat. C'est-à-dire à ce qui concerne la semelle. Si je clique de l'autre côté, là, vous avez la possibilité de voir les rendus de la semelle isolée. Comment est-ce que ça se présente? Voilà, c'est ça. C'est vraiment beau à voir. C'est ça. Et donc, je peux aussi compléter les cadres ici. Dans le fil, je peux compléter les cadres. OK? Donc, c'est ça. Là, c'est les rendus. Alors, je peux aussi voir la note de calcul. Je peux cliquer ici pour voir la note de calcul. Voilà, ça, je peux enlever. La note de calcul est là, avec tous les éléments nécessaires. OK? Tous les éléments nécessaires. Voilà. Et donc, je crois que nous sommes arrivés à la fin de notre formation. Voilà ce que je voulais vous montrer concernant cette formation. Et c'est comme ça que vous serez à mesure de bien dimensionner donc vos semelles de fondation. OK? Donc, retenez en esprit que l'ingénieur n'est pas là seulement pour avoir donc le plan de ferraillage. Non, non, ce n'est pas question de dimensionner seulement. Mais il faut se poser la question pourquoi faire des dimensionnements. Et aussi bien analyser ce que vous avez obtenu comme valeur pendant les dimensionnements. Donc, c'est ce qui est beaucoup plus important. Vous voyez? Donc, voilà. Donc là, vous avez très bien maîtrisé comment faire un bon dimensionnement d'une semelle de fondation. Abonnez-vous massivement sur notre chaîne YouTube. Likez nos vidéos pour partager ainsi que commenter. Si vous avez des questions, des suggestions, n'hésitez pas. Nous sommes là. Écrivez. Comme ça, au moment opportun, nous allons répondre à toutes vos préoccupations. Pour ceux qui ont besoin de formations, inbox, ou bien, je ne sais pas, en ligne, contactez-nous également inbox. Comme ça, vous allez bénéficier de tout ce que vous voulez comme formation. Merci de votre disponibilité. Passez une excellente soirée. Au revoir.